Avant match numéro 20. Ça y est, on a 20 ans. On a 20 ans sur en avant-match numéro 20. C'est une grande émotion, Gaëtan. Surtout, c'est la deuxième de la saison. Ouais. Et est-ce que cela est lié? Je ne sais pas. Mais ça fait 2 en avant-match et on n'en a pas gagné un seul. Depuis qu'on a relancé l'émission, je tiens également à m'excuser auprès de Sylvain Ripoll, du président Frédéric Legrand, de tous les joueurs, de toutes les strates du club, de toi, Gaëtan Pinel, de tous les supporters. Oh, tu peux, ouais. Je pense qu'il y a un effet PhD. La voyelle de points. Ah ouais. Non, là, heureusement que c'est toi qui commentes le prochain match, Gaëtan, à Caen, parce que là, franchement, c'est vrai que on est en difficulté. Un seul point en 3 matchs commentés pour ma part. Et toi, 3 sur 3 9 sur 9 Ouais, 9 sur 9, quoi. Que des victoires, voilà. Bon. C'est une dynamique, quoi. Je vais bientôt changer de métier, je pense. Alors, vous voyez le menu en bas de votre écran, dans une semaine particulière, hein, avec... on peut même pas parler de semaine à 3 matchs, parce que avec Non. le lundi contre Caen, c'est pas tout à fait Il y exact. a 10 jours à 3 matchs, quoi. Voilà, exactement. Donc Paris, on va revenir un petit peu sur ce match-là. On va revenir sur la charnière parce que on en a une différente quasiment à chaque match. On va évoquer le cas de Mathis Rioux aussi dans cette émission. Tu nous présenteras, Gaëtan, l'équipe du Stade Malherbe Caen. Pierre Junior Perrault nous parlera des enjeux de Ligue 2. On est diffusé vendredi, donc avant les matchs de cette journée. Et puis on reviendra un petit peu sur les 24 heures de Roudourou. C'était la semaine dernière. Paris FC, Guingamp, Gaëtan, au-delà du commentateur et du résultat dont on connaît l'effroyable vérité, qu'est-ce que tu as pensé du match surtout? Ben, comme tu le disais, je trouve, oui, les 10 premières minutes, tu en parlais dans le débrief, et puis Sylvain Ripoll le confirmait aussi. Le début de match n'a pas été mauvais, contrairement à ce qu'on a pu voir ces derniers temps sur des débuts de mi-temps, que ce soit en première ou en deuxième période. C'était plutôt pas mal, sauf que la première occasion parisienne, bon, elle finit au fond, avec d'ailleurs un Madou Sagna qui est très très loin au marquage sur Jules Godin. Sissoko, non? C'est Sissoko ou... Non, c'est Sagna, parce que Sissoko, il revient en fait dans l'axe à ce moment-là. D'accord. Et c'est Sagna qui recule sur Godin et il est très loin. Et puis Gomis, bon, qui perd aussi son duel. Bon, il y a ce but-là, mais il n'y a aucun moment, surtout dans le match, où on a senti que Guingamp pouvait revenir. Il y a juste un très très léger moment, moi, c'est quand Louvambo et Grieb sont entrés, juste après Sioué, et qu'il y a cette bonne situation d'ailleurs. Hein. C'est le ballon de Louvambo pour Grieb, d'ailleurs au deuxième poteau, il est court pour le reprendre, mais on se dit, il y a peut-être un petit quelque chose qui va se mettre en place. Et en fait, non, ça s'est très vite éteint. Je trouve que Guingamp a eu beaucoup moins de maîtrise que d'habitude. Techniquement, c'était loin d'être le meilleur match. C'était même le moins bon, on peut le dire. Ouais, c'était même le moins bon. Ouais, parce que même Annecy, c'était un petit peu au-dessus. Et puis non, une équipe qui n'a jamais réussi finalement à trouver un nouveau souffle, une nouvelle énergie, même avec les changements. Bon, on sentait vraiment que c'était, je sais pas si c'était le match de trop là, puisque la semaine n'est pas terminée, mais bon, c'était presque un match qui n'aurait pas dû exister pour en avant, quoi. On s'en souviendra pas, quoi. Ouais, non, pas vraiment, à part peut-être ceux qui étaient en parkage, hein, on rappelle, près de 300 supporters guingampais qui ont assuré l'ambiance à Charletti une nouvelle fois. C'était mardi soir dans le sud de Paris. On revient sur ce match avec la réaction de Sylvain Ripoll qui n'avait pas été du tout satisfait du contenu contre Annecy. Il avait tout de suite démarré son intervention face à nous en zone mixte comme ça vendredi dernier. Là, c'était encore pire. Le constat, il est simple. On a manqué de tout. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour faire un bon match. C'est pour ça qu'on a donné une prestation. Quand vous rendez une copie comme celle-là, vous ne pouvez pas espérer un résultat positif. Il nous a manqué un peu de tout. Donc, il y a vraiment besoin d'une réaction pour repartir sur quelque chose de positif. Ce soir, j'ai du mal à m'expliquer. Il manquait les 2 ingrédients globalement qui font que vous arrivez à installer quelque chose, c'est-à-dire la justesse technique et le rythme, le mouvement, et il n'y avait rien de tout ça, ou en tout cas pas suffisamment. On a manqué de tout. Voilà, c'est le leitmotiv, malheureusement, un petit peu. C'est la première phrase que Sylvain Ripoll a sortie à notre micro après ce match. C'est vrai que ce qui nous a réjouis dans cette équipe de Guingamp, alors je crois que toi, tu avais vu peut-être 1 ou 2 matchs de préparation, je ne sais même plus. Non, c'est Pierre Junior.
c'est Pierre Junior qui nous avait dit « ça court partout, c'est incroyable ». On l'avait vu sur les premiers matchs. Et c'est vrai que dès que cette équipe, on commence un petit peu à la connaître, parce qu'évidemment, elle ne ressemble plus à celle de l'année dernière, donc on ne peut pas la qualifier définitivement au bout de 5 ou 6 matchs, mais on voit que dès qu'elle court moins, si elle est à 80%, ça va difficilement être possible d'aller chercher des résultats, parce que au-delà de la qualité technique qu'on a notée sur certains coups, moi c'était sur le match à Rodez, notamment en première période, je m'étais régalé parce que je regardais à chaque fois le porteur de balle, et à chaque fois le porteur de balle, il avait 2-3 solutions. Et là, l'autre jour à Paris, c'était bloqué, verrouillé, personne ne courait dans le bon sens. Il y a notamment beaucoup de courses de Sagna sur le côté droit qui très souvent joue dans la verticalité pour qu'on puisse lui mettre en profondeur. On n'a quasiment jamais vu sur ce match-là. Donc Guingamp va perdre des matchs cette saison. Je suis désolé de vous l'apprendre, chers amis supporters, mais c'est vrai qu'en fait, plus que la défaite, ce qui nous chagrine vraiment sur ce match, c'est le contenu, quoi. C'est le fait qu'il n'y ait eu aucune flamme, on n'a jamais vibré. Finalement, tu disais que c'était un match qui n'a servi à rien, c'est un peu ça, parce que... puis ça arrive en plus dans la continuité d'un match déjà très moyen contre Annecy. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, vive réaction attendue contre Caen. On l'a senti à travers les déclarations de Ripoll que cette équipe, elle a envie de réagir tout de suite. Et on écoute également à ce sujet Brighton Labo, titulaire mardi à Paris, et qui était au moins aussi déçu que son entraîneur. Oui, clairement. On n'a pas joué, on n'a pas montré ce qu'on savait faire. On a joué avec de la retenue, on n'a pas pris de risques, on n'était pas dangereux. Voilà, je pense que comme ça on peut pas gagner de match. On peut pas gagner de match et on peut dire que c'est une défaite un peu méritée parce que on n'a rien montré ce soir. On n'a pas fait ce qu'on sait faire de mieux sur les 3 premiers matchs du début de saison. Et voilà, aujourd'hui ça nous a manqué et on en a payé le prix fort, quoi. C'est dur comme ça pour un attaquant, non ? D'être un petit peu isolé, pas toucher beaucoup de ballons. Clairement, oui. Après, voilà, je me mets aussi à la place de mes coéquipiers. C'est pas que pour moi. Je pense que ça a été dur pour tout le monde. On a, comme je l'ai dit, on a un peu déjoué. Peut-être qu'on n'était pas assez en mouvement. Et au final, ça a créé le fait de ne pas être dangereux, de ne pas assez se montrer. Et voilà, on n'a rien pu se mettre sous la dent, quoi. C'est vrai que ce match aussi, il pouvait servir à certains pour se montrer. Gaëtan, on pense à Brighton Labo qui avait démarré la saison dans une attaque à 2 très très prometteuse avec Siway. D'ailleurs, ça avait très bien marché contre 3. Ensuite, il y avait sa petite blessure. Il a fait 2-3 entrées intéressantes. Et là, pour le coup, alors soit lui est passé à côté, ou on peut quand même dire que c'est collectif et que voilà, on n'a pas réussi à le mettre dans les bonnes conditions non plus. C'était un match raté aussi parce que à quel moment il a pu être servi en bonnes conditions aussi. Finalement, il n'y en a pas eu. Alors, il aurait peut-être pu faire un peu plus, c'est vrai, pour l'être, mais enfin bon, ça paraissait quand même compliqué. Il avait un rôle vraiment délicat là devant à partir du moment où les ballons ne venaient pas. Il n'y a pas eu de vraie situation. En deuxième mi-temps, par exemple, la première frappe, elle intervient après la 85e minute. Une frappe de Ryan Grieb, et puis il y a le coup franc en toute fin de match de Taylor Luvumbo. Ce sont les 2 seules frappes de la seconde période. En première mi-temps, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus énorme, c'est pas net. Non, on n'a pas trouvé l'influence d'Hugo Picard aussi, son impact, on l'a pas retrouvé sur ce match-là. Tu parlais dans le premier avant-match du très bon début de saison de Dylan Wieser. Sur ce match-là, pareil, lui aussi, on l'a. C'est vrai que j'ai pensé à toi. Tu vois, on l'a trouvé un petit peu en dessous de ce qu'on avait vu aussi sur le début de saison. Donc, c'est un effet assez général. Sagna, on en parlait, lui aussi. Bon, un effet général. Alors après, moi, j'étais surpris par contre de voir certains joueurs démarrer ce match. Ouais, moi aussi. Amadou Sagna en numéro 1 parce qu'il a tout enchaîné et je crois même qu'il avait terminé 4 matchs sur 5 avant, ou au moins 3 sur 5, je crois, depuis le début de la saison. Enfin, il avait beaucoup joué. Amadou Sagna, j'étais surpris. Moi, je pensais qu'on aurait. Alors, pour le coup, je crois que Junior Mendes était malade, donc il y avait cette solution-là en moins. Mais je voyais peut-être plus, par exemple, un Taylor Luvumbo ou Ryan Grieb surtout. En fait, moi, en numéro 1, j'avais plus Grieb, mais après, ça dépendait évidemment des possibilités des uns et des autres. C'est que Grieb est arrivé tardivement, on n'a pas joué le début de saison avec Dunkerque, donc
Peut-être qu'il n'est pas non plus encore en capacité d'aligner 60, 70, 80 minutes. Mais bon, j'imaginais en tout cas un autre joueur que Amadou Sagna sur ce match-là. Bon, c'est pas bien grave. Et aussi bien, il aurait réussi son match. Mais et à d'autres postes, bon, finalement, on se rend compte que, et on va y venir tout à l'heure, mais au milieu de terrain, c'est difficile aussi de bouger Louisère et Sidibé pour des questions de largeur d'effectif. Voilà. Après, par contre, là, s'il y a une satisfaction, je trouve, à ressortir, moi, j'ai trouvé que Nahir a été solide. Hein. Solide. C'est presque le seul que je ressors. En positif, celui vraiment qui est pas sorti du lot, mais qui a un petit peu tiré son épingle du jeu, quand même, un peu plus. Tu nous offres une transition parfaite. Alors, je regardais Sagna, il a jamais fait 90 minutes cette saison. Ah, il n'est pas fait 90. 85 alors ou... Il y a 83 sur le premier match. Alors, dans l'ordre de la J1 à la J6, 83, 72, 62, 67, 59, 45. Ah ouais, je pensais qu'il avait il est titulaire tous les matchs. 85. Ouais. Mais il a joué tous les matchs, ouais. Ouais, titulaire à chaque fois. La charnière centrale, donc, parce que on a joué 6 matchs, si je ne m'abuse, Gaëtan, et on a eu 4 charnières différentes cette saison. Sur la première journée, c'était Ryu Lemonnier. Sur la deuxième et troisième, Ryu Nahir. Sur les quatrième et cinquième, Gomis Ryu. Et donc, mardi, Gomis Nahir, alors qu'on avait lu à travers nos collègues de la presse écrite que Gomis pourrait pourquoi pas souffler, parce que c'est vrai qu'il a quasiment pas eu de préparation. Il a été blessé tout cet été. Peut-être qu'il était là pour... peut-être qu'on aurait pu en profiter pour le faire souffler. Eh bien non, il était là. Il est un petit peu impliqué sur le but, parce que il perd son duel face à Lopez, mais encore une fois, c'est pas le problème d'un seul joueur. Hein. Sur le but, il y a peut-être Basilo qui est pas décisif. Tu disais aussi tout à l'heure sur Godin, on n'était pas très très proche non plus. Que penser de cette charnière? En fait, j'ai l'impression que tous, alors peut-être pas dans l'équipe, etc., mais dans l'entourage, autour, observateurs, supporters, on a tous envie de retrouver une charnière pérenne, Gomis-Lemonnier. Ouais, parce que c'est celle qui a apporté le plus de garanties en fait sur les derniers mois. Alors, on l'a rarement vu là sur le passé récent parce que ils se sont blessés et surtout Gomis qui a été blessé, qui s'est blessé je crois contre Bastia au mois d'avril. Donc il y a eu pas mal de matchs où du coup on n'a pas pu les voir ensemble. Lemonnier joue le premier, il s'est blessé ensuite. Mais avant cela, on a quand même eu une grosse période où Guingamp était solide défensivement avec ces deux hommes-là. Alors avec un style de jeu différent aussi sous Stéphane Dumont, mais il n'empêche que ces deux gars-là amenaient une certaine sérénité. On sentait qu'ils pouvaient pas arriver grand-chose. Alors oui, quelques buts concédés évidemment, mais qui n'en prend jamais. Mais que c'est cette équipe-là, cette charnière-là plutôt qui rassurait le plus. Et donc, on a forcément envie de retrouver ça. Ce sont comme deux tauliers, des gars un peu expérimentés maintenant. Lemonnier, 31 ans, qui joue en Ligue 2 depuis un petit moment, puisque c'est sa 4e saison à Guingamp. Il en a vécu une en Ligue 2 aussi avec Le Mans. Gomis, c'est sa 3e à Guingamp. Je crois, ouais. Oui, 3e à Guingamp. Donc, pareil, 3e en Ligue 2. Il y a eu du national avant à Concarneau. Bon, ce sont des gars qui ont quand même un peu de référence et quand ils sont associés, ils sont complémentaires et ça fonctionne. Moi, j'aime beaucoup. Alors, certains disent, ouais, mais Lemonnier peut être un peu lent. Moi, je trouve quand même qu'il arrive à anticiper pas mal et qu'avec ça, il s'en sort très souvent. Gomis, c'est quand même propre aussi. L'année dernière, on l'a souligné à plusieurs reprises que c'était le patron vraiment, vraiment derrière. Donc, c'est forcément cette charnière-là qui est attendue. Non pas que les autres n'ont pas fait le boulot. Alors, on a souligné notamment la Sohaib Nahir, que moi j'ai trouvé assez bon à chaque fois, un peu moins contre le Red Star, à l'image de tout le monde derrière qui avait été en difficulté. Mais j'ai trouvé plutôt bon à Laval. J'ai trouvé correct là contre le PFC. Il avait joué aussi contre Laval. C'est ça, c'est deux matchs-là, c'est le Red Star où il a été un peu plus en difficulté, mais comme tout le monde. Et Mathis Rioux, on l'avait dit, il avait été correct contre 3, on l'avait trouvé très bon à Laval, beaucoup moins contre le Red Star. Bon, c'est plus éparpillé dans les performances, mais comme ça l'est pour Gomis aussi, là, sur son retour de blessure. Donc, faut voir comment les deux gars, là, Lemonnier et Gomis, s'ils sont alignés ensemble lundi contre Caen, comment ça va se passer, parce que Lemonnier reviendra aussi de blessure. Donc bon, mais en tout cas, sur le papier, c'est celle qui semble apporter le plus de garanties, et surtout, celles qui ont été alignées en l'absence de l'un ou de l'autre, voire des deux, n'ont pas rendu satisfaction sur la durée.
Ouais, c'est ça. Bah, après, ce qu'on disait sur Ryu Nair, sur un match, ça peut tenir. Sur 2 matchs, quand il faut confirmer, bon voilà, Ouais. c'est un petit peu délicat. Et ouais, tu le disais, dernière fois où Gomis et Lemonnier ont joué ensemble, 20 avril dernier, Ouais, c'est ça. contre Bastia. Gomis était sorti dans le dernier quart d'heure sans blessure. Ça fait C'est que combien? Il y a eu 13 ou 14 matchs depuis, il non? y a eu, alors attends, il y C'est en pas la a, 30e on journée? en a joué 6 cette Ouais, année, on est d'accord? 6 et 5, 11 en Ligue 2. Parce 11, que c'était la J33. 33, ok. Donc ouais, et je me souviens qu'avant de parler en très bien de cette charnière Gomis-Lemonnier, on se disait, ça fait des années, presque même depuis Kerbrad-Sorbon, qu'on se cherchait une charnière centrale pérenne, solide, etc. Là, on l'a. Maintenant, il faut qu'il soit sur pied. Et c'est bien ça le Ça. problème. Et puis, on en parlait aussi dans les couloirs de Charletti pour le débrief. La réussite de la saison de Guingamp passera par le moins de blessés possible parce qu'on n'a pas de marge. Et Non, non, non. on va le voir avec le thème suivant, Gaëtan. C'est donc Mathis Rioux que l'on a découvert pour certains, redécouvert pour ceux qui sont un petit peu plus habitués à l'académie, à un poste de milieu de terrain qui est son poste, je ne sais pas si c'est de prédilection, mais de formation. Ouais, très clairement. Bah, c'est d'ailleurs avec Jean-Baptiste Lebescon en réserve à l'époque. Bah, il jouait même en U19 avant, il jouait à ce poste-là, Mathis Rioux. Et pourquoi il est devenu défenseur central? En fait, il a même commencé chez les pros en tant que défenseur latéral, droit, contre Oui, Amiens, saison 2021-2022. Il y avait des blessés, 4e journée à Roudourou, Guingamp-Amiens. C'est lui qui se retrouve à ce poste-là. Et puis, petit à petit, il s'est retrouvé central. Pourquoi? Parce qu'il y avait des absents derrière, en fait. Il manquait du monde. Il y avait eu, on se souvient, cette saison-là, en milieu d'année, le départ de Sampaio. Il y oui. avait eu voilà, différentes blessures aussi à droite à gauche. Bon, et Ryu s'est retrouvé petit à petit à jouer derrière. On se souvient aussi que l'année dernière, bon, il avait été quand même un peu écarté, hein, enfin écarté tout simplement par Stéphane Dumont sur la deuxième partie de saison essentiellement. Écarté, retourné en B où il avait retrouvé un poste de milieu de terrain. Bon, sur ce début de saison-là, il revient donc par la force des choses aussi défenseur central puisqu'il manquait Gomis, on le disait, et Lemonnier. Mais là, on le voit que ça y est, il y a quelques retours derrière. Eh bien, il est entré en tant que milieu de terrain, Mathis Rioux, face au Paris FC. Il est entré au milieu de terrain à son poste. Alors pourquoi il entre là aussi? Parce qu'il manque, il manque du monde là aussi. Il n'y a que Sidibé et Lemonnier. Hormis lui, qu'on pouvait considérer un temps donc défenseur central, il n'y avait pas de milieu de terrain du coup sur le banc. Piri est blessé. Et bon, après il y a Tousgar, mais Tousgar qui est souvent plus avec la réserve. Donc finalement, est-ce que Mathis Rioux, maintenant qu'il va y avoir des retours, maintenant que Lemonnier pourrait aussi être là sur peut-être à jouer contre le PFC, est-ce que Mathis Rioux ne va pas retrouver un poste qui lui conviendrait mieux et apporter une solution autre au milieu? Parce que son entrée, elle a été plutôt correcte hein, au milieu de terrain. Alors, dans un match qui, on l'a dit, était ce qu'il était, le moins bon de Guingamp cette saison, et voilà, où l'équipe n'a pas réussi grand-chose, mais son entrée, elle est tout à fait correcte finalement dans ce contexte-là. Mathis Rioux, on le voit, il a joué plus de 50 matchs en pro maintenant. On voit ses limites en tant que défenseur parce que parfois dans le duel c'est un peu difficile. On a vu son match très compliqué contre le Red Star. Par contre, là où à chaque fois on se rejoint plus ou moins tous, en tout cas ceux qui veulent bien avoir de la lucidité dans l'analyse, c'est sa qualité de pied. C'est un joueur qui est capable de faire de belles ouvertures. C'est un joueur qui, en se projetant, a donné le ballon de but à Emia sur la victoire à Rodez. Donc effectivement, le voir plus haut, ça peut être une solution intéressante pour Sylvain Ripoll. Après, il y a aussi, je crois, Louvambo qui peut peut-être dépanner. Ouais, mais on a bien vu que c'était pas trop son truc. Il lui-même l'avait dit hein, après la victoire à Laval. Ouais, son poste, c'est attaquant. Alors attaquant, voire ailier, parce que ça peut parfois se rapprocher. En tout cas, on peut être amené un peu à jouer sur les deux. On l'a vu que Sioué l'a fait aussi, mais au milieu, Louvambo, j'y crois moins. C'est pas ce qu'il souhaite. Ouais. C'est sans doute pas ce qui correspond plus à ses capacités. Et alors que Mathis Rioux, par exemple, tu parlais du but à Rodez, l'attitude qu'il a sur la façon d'amener ce ballon à Emia, c'est l'attitude d'un milieu de terrain. C'est rare qu'on voit un défenseur central monter si haut pour servir un collègue juste devant la surface. Ouais. C'est plus l'attitude d'un milieu. Et d'ailleurs, JB Lebescon disait, je crois l'année dernière, que c'était Rioux
quasiment le meilleur pied de l'effectif. Hein. Il a une vraie qualité de relance, une vraie patte, mais qu'on voit moins derrière parce qu'il faut qu'il soit aussi dans le duel. Et le duel, c'est un peu là où ça pêche en fonction des attaquants qu'il a en face de lui. Même si Chokunte, par exemple, à Laval, il l'avait bien tenu. Alors on peut se dire, ouais, Laval était peut-être pas... En fait, tu vois, Ryu, j'ai l'impression que c'est jamais... Après, c'est normal, c'est pas son poste de formation. Il peut sortir un bon match, mais tu sais que dans la durée... Pour l'instant, il ne nous a pas encore montré qu'il pouvait vraiment s'installer comme défenseur central dans cette équipe. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on voulait en parler aujourd'hui, parce que cette possibilité dans un milieu dépeuplé, et c'est là encore, on peut peut-être regretter Victor Lobry. Après, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais quand même, tu te dis... Toujours son club. Il n'y a toujours pas de club, et je sais pas, viens, on fait une cagnotte, j'en sais un temps. Mais ouais, voilà, c'est quand même assez délicat, donc peut-être qu'on verra Ryu un petit peu plus haut en tout cas, sur le terrain. Son avenir passe peut-être par le milieu de terrain, comme le début de sa carrière laissait le penser, quoi. Ouais, et d'ailleurs, je regardais Mathis Rioux en 2024 sous Dumont. C'est 2 matchs avec l'équipe première. C'est Guingamp-Rennes en Coupe de France parce que c'est Lemonnier, je crois, qui était blessé. Oui. Et puis le fiasco total à Ajaccio, la défaite 3-0, sans doute l'un des pires matchs de la saison dernière. Et effectivement, depuis ce match à Ajaccio, on n'avait plus vu en Ligue 2 avant. C'était en février, ça. C'était le 10 février 2024. Bon, voilà. Au moins, ça peut faire partie de toujours quand il y a un nouveau coach, des joueurs qui sont relancés. Alors, on va attendre parce que c'est vrai que après la première journée, on s'était dit waouh, la renaissance de Ryu et de Louvambo, ça y est, les mecs, c'est eux qui vont nous amener en Ligue 1. Bon, tranquille. Doucement. On va attendre, mais voilà, c'est vrai qu'on voit Mathis Rioux un petit peu plus et peut-être un peu plus haut bientôt, peut-être contre Caen, peut-être va-t-il monter d'un cran en cours de match, en tout cas peut-être en rentrant en jeu, Mathis Rioux. Guingamp-Caen, c'est un peu un classique hein, parce qu'on est ensemble très souvent. Caen qui est monté un an après Guingamp en 2014 en Ligue 1 et qui est redescendu en même temps en 2019. Donc je me demande si c'est pas d'ailleurs le club qu'on a le plus joué au 21e siècle. Je me demande si on n'avait pas fait une stat là-dessus. Peut-être, ouais. Peut-être. Même dans les années très moyennes en Ligue 2, ils étaient là. Je pense que depuis 2004-2005, il y a de très grandes chances que ce soit eux. Ouais, il y a eu quelques années où c'était pas le cas parce qu'eux sont remontés un peu sur la fin des années 2000. Nous, on est aussi descendus en national, mais ouais, c'est sans doute un des clubs qui Guingamp a suivi le plus, ouais. Alors, présente-nous cette équipe Gaëtan. Alors, nous, c'est vrai que de notre prisme guingampais, il y a un homme qui fait de l'ombre à tout le monde dans cette équipe, c'est Alexandre Mendy, qui était à 2 doigts de partir et qui finalement est resté, et tant mieux pour eux, ce qu'il a marqué récemment. Voilà, présente-nous un petit peu tout ça, parce que ça a été l'été canet a été mouvementé, et le début de saison s'en est peut-être un petit peu ressenti aussi. Ouais, il a été mouvementé parce que rachat du club par la famille Mbappé, donc forcément... Ça a amené des interrogations, de la nouveauté, peut-être une organisation un peu nouvelle, c'est même sûr d'ailleurs. Du côté de Caen, préparation chaotique, hein, on peut le dire pour les Canets, puisque ils ont perdu leurs 5 premiers matchs, dont le 6-1 contre Guingamp, et ils ont fini par une victoire contre Versailles seulement. Mais pour le reste, que des défaites, beaucoup de buts encaissés, et un début de saison qui a commencé de la même manière, puisque 3 défaites et 1 nul sur les 4 premières journées. Mais depuis, 2 victoires consécutives. Les 2 à domicile, 1-0 contre Ajaccio, 2-1 contre Amiens. Un buteur, tu en parlais, Alexandre Mendy, qui était sur le départ, qui n'a pas fait la préparation, qui n'a pas joué le début de saison, mais qui là, sur les 3 derniers matchs, a marqué 3 buts, 1 à Grenoble et 2 contre Amiens mardi soir. Donc buteur retrouvé. Il est d'ailleurs pas très loin, à quelques unités, de devenir le meilleur buteur de l'histoire de Caen en Ligue 2, devant un certain Cyril Vattier, ancien d'en avant. Donc le record n'est pas loin pour Alexandre Mendy. La force, elle est vraiment là. Après, c'est une équipe qui a un petit peu bougé. Ils ont perdu un joueur qui était extrêmement décisif l'année dernière, c'est Ali Abdi, qui a signé à Nice. Après la fin du mercato. Après la fin du mercato, il est parti en joker, en fait, du côté de Nice. Ils ont en revanche recruté Lorenzo Raggio au milieu, qui était à Rodez. Oui, Rodez. Lui, je l'aurais bien vu chez nous aussi. Ouais, qui a fait ses preuves vraiment sur cette Ligue 2. Ils ont pris Khalifa Koulibaly, qui a fait une belle saison avec URM l'année dernière aussi. Et puis, ils ont gardé des joueurs comme Romain Thomas derrière en patron, le gardien Anthony Mandrea, Bilal Brahimi au milieu, bien sûr.
Yann M'Vila est arrivé, ça c'est le côté expérience dans l'entrejeu. Et puis Tidiane Gomis, c'est un des... c'est Tidiane Gomis, c'est une des promesses du côté de Caen. Donc voilà, c'est une équipe sur le papier qui est quand même... qui a de quoi faire hein, quand même en Ligue 2. C'est pas une équipe qui est censée rester dans le bas de tableau. D'ailleurs, elle n'est plus qu'à 3 points dans l'avant, cette équipe de Caen. On disait que Guingamp avait fait un bon début de saison. Caen s'était raté. Comme quoi, les débuts et les classements des premières journées, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc voilà, Caen est bien revenu. Et avec son arme fatale, en effet, Alexandre Mendy, qui a très souvent marqué contre en avant dans sa carrière. Pas la saison dernière, puisque Guingamp a gagné 1-0 les 2 matchs. Et d'ailleurs, lundi, on sera le 30 septembre, soit 1 an pile après le Caen-Guingamp de la saison passée, où Amadou Sagna avait offert la victoire 1-0 à Malherbe. Et ça va être la 50e confrontation de l'histoire entre Guingamp et Caen. Il n'y a que 2 clubs qu'on a plus affrontés que Caen. Est-ce que tu es capable de me les retrouver? Ça compte pas pour le Challenge Profit. Voilà. Moi, il y en a un que j'avais. Le deuxième, je suis pas sûr que je l'aurais eu. Ouais, est-ce qu'il n'y aurait pas Lorient? Non. Non. On a Caen est à 49 avec Amiens et Le Havre. Ah ouais. Il y en a 2 au-dessus. Il y en a un à 54 et l'autre à 51 matchs. 54 et 51 matchs. Je peux te donner un indice. On a joué ces 2 équipes en 2024. Est-ce qu'il n'y aurait pas Ajaccio? Non. Non. Là, Ajaccio, je ne vois même pas dans le top 10. Ah ouais, donc... Alors après Caen, si tu veux, il y a Châteauroux, Bastia, Reims, Montpellier, Nantes, Laval, Dunkerque. On les a joués en 2024? Ouais. Pas forcément en Ligue 2 BKT. Ouais, Rennes, j'y pensais, mais... Rennes numéro 1, 54. Ah ouais. Ouais, parce que dans les années 70-80, ils étaient en D2 aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, Rennes. Et l'autre, c'est un club qui est où actuellement en Ligue 2? Ligue 1? Je pense pas que ce soit la France. Là, ça réduit tes trucs. On les a joués en 2024, ils sont aujourd'hui en Ligue 1. Ah oui, on les a joués. Ah oui, les 2 ont été joués en 2024. Ok. Angers. Bonne réponse. 51 matchs contre Angers. D'ailleurs, c'est notre meilleur pourcentage de victoire sur les 7, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 équipes qu'on a joué au moins 40 fois, c'est le meilleur ratio de points qu'on a. Enfin, pas le ratio de victoire plutôt, 41%. Châteauroux 40 et en dessous on a Caen 35. Voilà, c'est pas mal. Il y a Bastia aussi à 36. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu un classique hein, depuis le 21e siècle. Ce stade Malherbe-Caen avec pas mal de joueurs aussi qui ont joué dans un club et dans l'autre. Le match donc, il est décalé au lundi, c'est le dernier match de cette 7e journée de Ligue 2. Avant cela, on connaîtra les résultats, mais au moment où en avant-match est diffusé, on ne les connaît pas. Et donc, cette journée nous est présentée par notre Pierre Junior, Pierre Perrault. La 7e journée de Ligue 2, alors que Guingamp ne jouera que lundi, les autres clubs, eux, jouent ce vendredi et ce samedi, notamment le FC Lorient qui accueille l'AC Ajaccio pour l'Olivier Pantaloni-Tico, l'actuel entraîneur du FC Lorient, Olivier Pantaloni, qui retrouve pour la première fois son ancienne équipe, l'ACA, qu'il avait connue pendant plus de 10 saisons entre 2014 et 2024. Ce sont 2 équipes qui ont bien manœuvré leur début de saison. 9e place pour le FCL, l'ACA 10e, juste derrière, 10 points pour ces 2 équipes. Ce sera sûrement 2 équipes qu'on verra en haut du tableau à la fin de la saison. La 7e journée qui marque également la grande première du match du samedi soir. Et ce sera l'occasion de retrouver l'Estac 3, dernier du championnat en grande difficulté, qui n'a inscrit qu'un seul but lors des 6 premières journées et qui ne compte qu'un seul petit point à son compteur. Et ça ne risque pas de s'arranger ce week-end puisqu'ils affrontent le leader, le FC Metz, qui vient tout juste d'infliger 6-0 au FC Martigues. Et il y aura notamment un joueur à surveiller côté messin, c'est Cheikh Tidiane Sabali, auteur d'un triplé en milieu de semaine, mais il est surtout le meilleur buteur du championnat. Est-ce qu'il récidivera ce week-end? On le verra, ce sera samedi à 20h, l'Estac face au FC Metz. 7e journée, c'est également le retour du derby entre le Red Star et le Paris Football Club, le derby francilien, qui opposera donc le promu, le Red Star, qui réalise un début de saison correct. 2 victoires,
Un match nul pour le Red Star, qui occupe la 14e place du classement. De son côté, le Paris FC est en réussite. Ils sont le dauphin du FC Metz. Ils viennent juste de battre les Guingampais cette semaine. Et ils tenteront donc d'enchaîner avec un derby, une victoire dans le derby face au Red Star. Ce sera samedi à 14h. Voilà donc pour les 3 matchs qu'il faudra surveiller lors de cette 7e journée de Ligue 2. Ligue 2 Express, allez-y sur Instagram. Moi, je me suis abonné la saison dernière. Je ne rate plus rien. Je suis un connaisseur absolu de la Ligue 2. C'est vraiment assez sympa de suivre ça pour voir un petit peu ce qui se passe, les transferts, le classement, les résultats, etc. On termine, alors non pas par le quiz. Attention, ça sera vraisemblablement la semaine prochaine. Ça sera à 95% sûr, sauf si on a des désistements chez les candidats qui se sont déjà inscrits. On va vous refaire la publicité pour que vous puissiez vous inscrire sur notre quiz. On rappelle, ça sera vous, supportrices et supporters, qui allez être candidats, qui allez participer au quiz sur un avant-match cette saison. Donc ça sera toujours la dernière petite partie, mais là on voulait revenir sur les 24 heures de Roudourou. C'était la semaine dernière avec le match de Ligue des Champions jeudi, Brest-Sturm Graz, puis le match du vendredi entre Guingamp et Annecy. Vous avez peut-être déjà vu ce reportage, mais on va du coup le revoir et puis on va en parler un petit peu après. Vendredi 20 septembre 2024, il est exactement 17h. Dans 3 heures, l'En Avant Guingamp affronte Annecy pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Hier, pour la première fois, le stade de Roudourou a accueilli un match de Ligue des Champions. Sauf que les spectateurs qui vont venir ce soir pour voir de la Ligue 2 n'auront quasiment aucune idée, ne verront quasiment rien de ce qui s'est disputé hier entre Brest et le Sturm Graz. Les seuls stigmates de la plus grande compétition de clubs, ils sont à l'extérieur. Vous voyez d'abord cette passerelle ici pour le parking des caméras télé. Ça, c'est spécial Ligue des Champions. Ce qui est spécial aussi, c'est derrière la tribune présidentielle, cette passerelle qui surplombe la petite route pour emmener jusqu'à la zone média de l'UEFA. À l'intérieur du stade, les équipes se sont affairées dès le coup de sifflet final. Vous avez vu Manu Bessongre tondre la pelouse. La plus grosse difficulté a été la remise en état du terrain. Donc on s'est attelé hier après les décrassages des 2 équipes, à la fin du match, à reboucher les trous, aspirer les déchets de tente, les déchets de match autant pour moi. Et c'est ça qui était le plus dur. Donc on est rentré vers minuit et demi, 1h. Hier, dès le coup de sifflet final, les équipes techniques de l'En Avant Guingamp, du Stade Brestois 29 et de l'UEFA étaient déjà à pied d'œuvre pour tout enlever autour du stade. Première mission, les bâches UEFA à retirer, la tribune de presse provisoire aussi à désinstaller parce que des abonnés, des partenaires guingampais sont assis sur ces places-là au moment des matchs de Ligue 2. Et puis ce matin, très tôt dans la matinée, des équipes de ménage, des services techniques sont venus nettoyer tout le stade, notamment enlever les stickers qui ornaient quelques sièges, des stickers brestois, des stickers autrichiens également. 20 personnes se chargeaient du ménage du stade. Habituellement, elles ne sont que 2. C'est du sport. Durant la soirée, la nuit, tout au long de la matinée et de la journée, Thierry alias Titi s'est lui aussi occupé de son stade. Il a fallu déjà hier soir que j'attende le démontage de tous les bâches et tout le protocole qui avait été installé avec l'UEFA. Donc jusqu'à 4h ce matin. Et ensuite j'ai fait une coupure à la maison et je suis revenu jusqu'à 6h ce matin pour tout fermer, les espaces, toutes les pièces, quoi. Et voilà, dormi un tout petit peu, puis c'est reparti, mais voilà, on recommence, quoi. Là, c'est un gros nettoyage des abords, que ce soit clean, le groupe électrogène extérieur en panne. Donc ça y est, j'ai appelé le gars tout à l'heure, il est arrivé, et puis c'est reparti, ça roule. Pour ce soir, ça va le faire. Allez. La Ligue des Champions le jeudi, la Ligue 2 le vendredi, avec ces nouveaux bancs qui seront désinstallés lorsque le Stade Brestois 29 aura quitté les lieux, mais avec ces trappes qui, elles, resteront pour l'entrée des Guingampais et de leurs adversaires en Ligue 2 ou dans d'autres compétitions un petit peu plus tard.
24 heures chrono, on dit les 24 heures d'Euro, mais c'est absolument faux. Hein. Il y a 23 heures entre le coup d'envoi des deux matchs, et encore, il fallait que ça soit prêt 3-4 heures avant le coup d'envoi de Guingamp-Annecy. Donc ça a été vraiment une prouesse technique de la part de tout le monde. Moi, ce qui m'a fasciné, non, t'es pas allé au stade avant vendredi, toi, Gaëtan? Non. C'est le nombre de personnes autour du terrain, autour des tribunes, pour toute l'installation de la logistique UEFA dans les salons. Quand je suis parti du parking à minuit 45 jeudi après le match de Champions League, je suis tombé sur 6 personnes en gilet fluo, avec les lampes sur le casque. Et je pense... Ouais, c'est ça, la frontale, c'est le mot que je cherchais. Qui allaient sur des nacelles pour enlever les pubs sur le haut des tribunes. Franchement, ça a été quelque chose d'assez incroyable, et j'aurais bien voulu avoir l'avis des supporters qui étaient au match jeudi, parce que j'ai croisé des Guingampais au stade jeudi entre Brest et Sturm Graz, et moi c'est marrant parce que c'était notre stade, c'était un public en folie, enfin c'était une super soirée pour les Brestois qui étaient là, et j'ai jamais été autant détaché d'un match en fait. Ouais, bah... C'est quelque part assez logique, hein. C'est comme il y a eu plusieurs fois d'autres équipes à venir, alors pas avec la même ambiance, pas le même contexte évidemment, mais où forcément bon l'attrait n'est pas le même. Alors là il y avait quand même l'effet Ligue des Champions, et tu l'as dit, il y a quelques Guingampais qui sont aussi allés au match, forcément voir cette atmosphère, voir. J'ai les noms si vous voulez. Présente, voilà. Non mais forcément il y a un côté détaché parce que c'est pas Guingamp qui joue. Donc, l'issue du match, bon, quelle qu'elle soit, finalement, ceux qui sont allés au match et qui n'étaient pas brestois ou pas de supporters de Sturm Graz, bon, ils étaient là surtout pour vivre le moment, vivre un peu la saveur Ligue des Champions, mais pas pour le résultat, pas pour se dire, allez, il faut gagner, il faut tenir le score, etc. Donc, ce côté détaché, ça se comprend aussi, quoi. Et moi, ce que j'ai adoré sur cette soirée, on terminera là-dessus, mais c'est le regard des personnes qu'on croise toujours autour du terrain. On les a vus dans le reportage, notre Titi, Manu Bessong, même des bénévoles qui sont là tout le temps, parce que certains bénévoles d'en avant en Ligue 2 étaient là aussi pour la sécurité en Ligue des Champions, et c'est en fait de voir leurs yeux, comme ça tu vois le ballon de la Ligue des Champions sur le terrain. Moi c'est ça en fait qui m'a le plus touché, je dirais, sur cette rencontre de Ligue des Champions à Roudourou. Notre stade, on le retrouve donc lundi, match à 20h45, prise d'antenne 20h30 sur la Guingampaise. Les dieux du football soient loués, c'est toi qui vas être aux commandes de ce match. Je suis ton premier supporter, hein. Vas-y, si tu gagnes, je vais te refiler tous mes billets de train pour Clermont-Metz, tu vas y aller. Mais on verra, surtout s'il y a la réaction attendue de la part des Guingampais. Oui, on attendrait un résultat, mais surtout on a envie de revoir Gaëtan, ce Guingamp pétillant qu'on a vu sur ses premiers moments de la saison. Bah oui, de revoir ça, de revoir des buts aussi, parce que c'était le premier match mardi sans but cette saison pour en avant. Donc de revoir ça, de revoir, c'est vrai, le côté pétillant. Après le résultat, il sera ce qu'il sera, mais bon, de revoir ces intentions-là de jeu, parce que c'est ce qui a enthousiasmé le début de saison au-delà des résultats. Donc c'est ce qu'on attend contre une équipe de Caen qui, on l'a dit, tourne mieux maintenant aussi. Donc ça promet quand même un match plutôt sympa normalement. Voilà pour ce en avant match numéro 20, Guingampais. Bon match, à lundi. Ciao, ciao.